base d'informations précises et non pas intoxiquer la population. C'est une maladie du jeu politique. Autour des suites de l'assassinat de Mamadou et de la fin, auparavant, de la guerre, quel est l'état de relation maintenant entre la République démocratique du Congo et les Rwandais particulièrement, puisque même les ministres de la Défense, James Kabarebe, rwandais, parlaient des harcèlements, des Rwandais vivant au Congo qui seraient traqués. Il fait de la manipulation lui aussi, l'intoxication, ou qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne pense pas qu'il faille parler de manipulation ou d'intoxication à ce niveau. Je pense que c'est des gens qui ont vu des stratégies qu'ils avaient l'habitude de monter contre notre pays, qu'ils souhaitaient piller, vous savez, des camps là-bas, et échouer, et qui ne se consolent pas de cela, et qui expriment leur amertume d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en prétendant, comme l'a fait ce ministre dont vous parlez au cours d'un discours à Rubavu, que l'on malmenait des sujets rwandais ou rwandophones en RDC, sans donner un seul exemple. Vous et moi savons que c'est faux, que les Congolais sont en train de retrouver leur cohésion, qu'ils soient rwandophones, qu'ils soient bantous, etc. Ils sont en train de retrouver leur cohésion et personne ne peut s'en plaindre. Sauf ceux qui ont voulu jouer sur une éventuelle division entre Congolais pour maintenir le Congo sous coupe réglée. Et apparemment, ce ministre dont vous parlez appartient à cette frange-là dans la direction politique du Rwanda. Donc ce sont des excès et je ne pense pas qu'on puisse durablement entretenir des relations de voisinage sur cette base-là. C'est voué à l'échec. Je suis très étonné que ceci ne soit pas compris par tout le monde dans ce pays-là. Qu'en est-il de cette autre rumeur qui a circulé et qui a conduit à des manifs, des joies, explosions de joie dans le Nord Kivu, faisant état de l'assassinat du président rwandais Paul Kagame? Monsieur le ministre, comment vous avez observé tout ça? C'est toujours le fruit de cette intoxication qui ne peut pas tenir lieu de source d'information. Un pays sérieux ne peut pas travailler sur cette base-là. Le gouvernement ne s'est pas du tout félicité de cela. Il n'y avait aucune raison de le faire. Bon, le seul enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il y a beaucoup de ressentiment en RDC vis-à-vis de la haute direction du Rwanda. Tous nous devons tirer les enseignements de cela. Je pense que le moment viendra où, dans le cadre de la CIRGL ou de la CPGL, nous puissions parler, puisqu'on ne peut pas considérer cela comme un événement mineur, que des villes entières entrent en ébullition à l'annonce d'une fausse nouvelle de la disparition d'un dirigeant d'un pays voisin. Ceci n'est pas banal. Il faut y réfléchir et changer d'optique de la part de ces dirigeants. Alors s'agissant justement de ces situations rocambolesques comme ça, on va dire, les conseils de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier à New York, mais il y a ces rapports de l'ONU qui fait état de la résurgence du phénomène Bakata-Katanga au Katanga là-bas, et cite nommément l'ancien chef de la police nationale congolaise, le général John Numbi. Réaction du gouvernement? Je pense qu'en lisant ce rapport des Nations Unies, il n'est pas dit clairement que Numbi est, selon les enquêteurs des Nations Unies, auteur de ces exactions que l'on constate au Katanga. Ce qui est dit, c'est que selon la société civile du Katanga, Numbi serait à la base de cela. Mais dans un cas comme dans un autre, le gouvernement prend très au sérieux de telles affirmations, de telles allégations, et enquête là-dessus. Parce que nous ne pouvons rien négliger qui puisse nous aider à ramener la paix dans nos villages, ramener la paix dans nos provinces, et donc soyez assurés, et je le dis à l'opinion qui suit votre émission, que des enquêtes sont en train d'être menées pour pouvoir confirmer ou infirmer ces informations venues de la société civile et parvenues aux enquêteurs des Nations Unies pour que des dispositions de protection des populations ou de sanction des responsables de tels actes soient initiées sans aucun retard. Que dites-vous, selon les mêmes rapports, de cette information selon laquelle
les M23 ce serait en train de se réorganiser pour revenir à la charge à partir de l'Ouganda. Nous avons reçu ce rapport avec beaucoup de préoccupations, puisque cela voudrait dire, si il était confirmé que nos partenaires rwandais et ougandais considèrent l'accord cadre d'Addis Abeba comme un vulgaire chiffon de papier, nous allons en parler au sommet de la CIRGL qui va se tenir dans quelques heures, puisque le président de la République a déjà été précédé par nos deux collègues des Affaires étrangères et de la Défense. Lui-même va certainement y aller d'un moment à l'autre à Luanda, et nous allons envisager les mesures que la CIRGL peut prendre pour faire respecter cet engagement de tous et des mesures, enfin, que nous, la RDC, nous devrions prendre pour nous protéger. Parce que quel que soit ce qui peut sourdir dans notre voisinage, le premier devoir du gouvernement de la RDC, c'est de protéger les populations de la RDC contre quelque adversité que ce soit, et je vous assure que nous sommes prêts à faire face. Ce ne sera pas la première fois que nous affronterons le M23, avec des nouveaux recrutements ou pas, nous les affronterons et ils ont pour vocation de connaître le même sort qu'ils ont connu il y a quelques semaines. Vous y préparez aussi du côté de la province de l'Équateur, avec son prolongement vers la province orientale, la situation en Centrafrique a mis à feu à sang, le pouvoir a même changé des mains, et là-bas, ces flux des réfugiés congolais, dit-on, 25 000 qui vivaient là-bas, qui sont revenus, que les éléments de la FACA, des Bozizé, seraient rentrés avec armes et munitions, également ceux de la Seleka, des Djotodia. Alors on crée une situation explosive sur la frontière entre la RCA et la République démocratique du Congo. Les sénateurs, comment on l'appelle déjà, Ramazani Baya, du haut de la tribune du Sénat, craindrait que le gouvernement ne vienne en retard alors que la situation aurait suffisamment avancé, serait pourrie. Mais je croyais qu'on nous avait fait le procès de vouloir envoyer des militaires en Centrafrique pour essayer d'éteindre ce feu aux côtés d'autres pays de la région d'Afrique centrale et de l'Union africaine. On nous a fait ces griefs-là. Quand nous avions tenu compte du fait que la déstabilisation en République centrafricaine risquait de déferler sur nous comme un feu de brousse et d'emporter des parties entières de la province orientale et de la province de l'Équateur, on nous a fait des griefs ici, que nous le faisions parce que nous étions orgueilleux, souvenez-vous, de la défense que j'avais prise. Ce que le sénateur dit est tout à fait de bon sens, mais peut-être qu'il a oublié un détail, c'est que nous avons déjà fait le nécessaire pour travailler à ce que les choses rentrent dans l'ordre en Centrafrique, en envoyant aussi l'un des corps expéditionnaires les plus importants. C'est nous et les Tchadiens qui avons envoyé le plus grand nombre de troupes, 850, parce que nous savions que nous sommes parmi les plus concernés. Je suis heureux de constater que les critiques sont en train de s'émousser là-dessus et que l'on sait gré maintenant au président Kabila d'avoir eu une réaction proactive, d'avoir pu déceler à temps les risques que cela nous faisait courir et que le gouvernement a déployé des unités qui nous permettent justement d'identifier ces gens qui entrent en armes chez nous. Sinon, nous aurions été aussi coupables que ceux qui, en 1994, ont laissé entrer les FDLR avec des armes chez nous. Mais je voudrais rassurer tout de suite vos téléspectateurs que la situation est en train d'aller décrescendo, grâce notamment aux décisions sages qui ont été prises au sommet des chefs d'État de la CEAC. Vous avez vu que le président Kabila s'y est rendu en personne, c'est parce qu'il y a une préoccupation de notre part sur la nécessité de stabiliser la situation. Et c'est à la suite de ce sommet que le chef de la Seleka a été démis de ses fonctions, disons-le ainsi, et qu'un autre président intérimaire pour 15 jours a été désigné, et que déjà commencent les mouvements de désarmement volontaire de la part et de la Seleka et des FACA qui regagnent leur caserne, et que nous pouvons raisonnablement espérer d'ici 3 semaines, 1 mois, que le feu s'éteigne et que le Centrafrique entame une période de nouvelle
préparation pour des élections qui vont stabiliser définitivement la situation. Il faut donc saluer le gouvernement, saluer le président qui ont eu une vision pour participer aux côtés d'autres leaders et d'autres armées de la région à cette stabilisation. Alors, des mobilisations, des armements en Centrafrique, revenons chez nous, hein, DDR également, à la fin de la guerre, Robinson Mary est venu à Kinshasa, a rencontré le Premier ministre et d'autres autorités. Pourquoi se félicite-t-elle déjà c'est un peu trop tôt, non, du DDR hein? Pourquoi trop tôt? Le DDR a commencé, nous l'avons approuvé, nous le mettons en œuvre parce qu'on a reçu une dizaine de milliers déjà de combattants démobilisés, qu'il faut désarmer et qui travaillent avec les services du ministère de la Défense, du ministère des Affaires sociales et des Affaires humanitaires, en attendant justement que les Nations Unies, la communauté internationale, puissent faire sa part. Et donc que Mme Robinson, envoyée spéciale pour les Grands Lacs des Nations Unies, puisse s'en féliciter, il n'y a là rien de tout à fait étonnant. Vous savez, il faut se poser la question des mécanismes qui ont fait que les armes se soient tues. Il y a deux aspects qui peuvent expliquer le silence des armes. Le silence des armes a été imposé, bien sûr, d'abord par le bon comportement des forces armées de la République démocratique du Congo au Kivu, qui ont écrasé militairement le M23. Mais vous et moi, nous savons que le M23 n'était pas seul dans cette agression, qu'il y avait des implications régionales, que des États voisins se sont commis aux côtés du M23. Et ces États voisins ne disparaissent pas par la simple victoire militaire de la FARDC sur le M23. Il a fallu cette dimension régionale renforcée par l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est donc le deuxième instrument qui nous a permis de pacifier ces partis qui ont été mis en branle par cette jonction entre les M23 et leurs complices dans les deux pays qui sont voisins aux nôtres. Donc il faut considérer l'accord cadre d'Addis Abeba comme un instrument essentiel, substantiel pour la paix. Elle a permis à ces pays-là de réfréner leur ardeur aux côtés des forces négatives congolaises, et elle doit permettre à ces pays de se maintenir dans cette attitude de non-ingérence dans les affaires congolaises. Cet instrument-là qui permet d'imposer à chacun des attitudes de non-ingérence qui n'étaient pas observées jusque-là doit être considéré comme fondamental pour la paix dans cette partie de notre région. Votre mot de conclusion, Monsieur le ministre, Nouvelle Donne est terminée ce soir. Un mot de remerciement à vous-même, Nouvelle Donne, et à tous vos téléspectateurs qui, par le fait qu'ils suivent ces mises au point que le gouvernement est en train de faire, ont l'occasion de se faire une idée réelle de ce qui se passe dans le pays. Un mot d'encouragement aussi à tous vos téléspectateurs pour qu'ils puissent rompre avec la culture de l'intoxication par radio-trottoir. Un peuple qui se laisse intoxiquer est un peuple de vaincus, puisqu'il suffit d'un téléphone, il suffit d'un appareil, un ordinateur pour rentrer dans les réseaux sociaux, pour mettre sens dessus-dessous un peuple qui n'a pas beaucoup de sens critique. Je voudrais que les Congolais développent leur sens critique, que les Congolais se montrent beaucoup plus exigeants envers les gens qui émettent des informations qui concernent leur sécurité, et que les Congolais puissent évaluer d'abord un danger avant de pouvoir réagir. Un coup de feu éclate dans un coin quelconque, avant de commencer à courir et demander aux gens de courir, ce qui va provoquer une réaction de panique qui permet aux malfaiteurs de s'adonner à cœur joie. Il faudrait tout au moins savoir de quoi il s'agit. Peut-être ce n'est qu'un pneu qui a éclaté, peut-être que ce n'est qu'une sentinelle qui nettoyait mal son fusil et que le coup est parti, au lieu de vous faire du tort à vous-même parce que vous réagissez avec panique avant de connaître le vrai sens de ce bruit que vous avez entendu et qui peut-être n'est qu'un seul bruit. Qui m'a aidé à préparer, à saluer, à préparer cette émission à tous et à chacun. Excellente suite des programmes sur nos antennes.